Et de manière un peu provocatrice, puisque c'est comme ça que je vais... Enfin, c'est plus une réflexion que je vous propose ici, puisqu'on est en fin d'après-midi, donc je crois que vous avez eu déjà suffisamment d'informations tout au long de la journée. C'est d'interroger finalement ce qu'elle nous a présenté pour savoir si c'était fondamentalement nouveau. Est-ce que réellement tout ceci est une innovation sociale? Et plus globalement, puisque vous l'avez compris, elle a parlé d'une forme de nouveaux types d'habitat, à savoir l'habitat solidaire et je ne sais plus qu'est-ce qui est mis, participatif et solidaire, mais plus globalement, est-ce que toutes ces nouvelles formes d'habitat, et il y en a beaucoup plus que ce qu'elle nous a présenté, elle nous l'a un petit peu dit en propos introductifs, des résidences-services, des résidences, enfin, on a aujourd'hui une pléiade de nouvelles formes d'habitat qui ne sont pas des EHPAD, qui est le modèle dominant aujourd'hui pour prendre en charge le vieillissement. Et donc, c'est la question que je voulais vous poser, que je voulais traiter, en m'appuyant également sur l'histoire, parce que c'est toujours important quand on parle de l'innovation de faire un petit retour en arrière. Et en l'occurrence, je vais prendre deux dates. La première date, 1957, une loi en France, une loi sur l'urbanisme, qui permet l'utilisation de crédits HLM pour financer des logements foyers. Donc les logements foyers datent des années 50, encouragés après par le rapport Larocque, donc un petit peu la Bible de ceux qui travaillent dans le champ du vieillissement. Rapport Larocque 1962 qui dit, à l'intérieur, je cite, page 205 si vous voulez retrouver, qu'il faut multiplier la création de logements individuels assortis de services collectifs implantés dans le même immeuble ou à défaut à proximité immédiate. Et dans ce modèle-là qui générera ce qu'on appelait à l'époque les foyers soleil, c'est-à-dire un modèle éclaté, c'est-à-dire pas du tout l'EHPAD tel qu'on se représente, mais un modèle éclaté. Il devait y avoir justement l'accès aux services locaux qui allait permettre de créer du lien social, d'être, on ne disait pas solidaire à l'époque, mais enfin, toutes ces idées étaient déjà en germe. Et puis par ailleurs, par rapport à l'habitat véritablement solidaire et participatif, on a eu aussi dans la foulée des années 68 des initiatives en ce sens-là. Donc, est-ce que tout ceci est nouveau? Et pour ça, je vais m'appuyer sur ce sur quoi l'ouvrage un petit peu de référence sur lequel s'appuient tous ceux qui travaillent sur l'innovation sociale, c'est-à-dire l'ouvrage de 1982 de Chambon, David et de Vevey, qui est souvent cité. Et alors, la citation est un peu longue, mais elle me paraît extrêmement intéressante justement pour interroger cette réalité-là. Ils nous disent le terme innovation sociale recouvre des pratiques qui ne sont pas forcément nouvelles, du moins si on l'entend comme synonyme d'inédite ou d'invention. Contrairement à ce qui se passe pour les innovations technologiques, elles ne collent pas à ces qualificatifs ou alors que par hasard et de façon secondaire. Les pratiques dont il s'agit se posent en contraste de pratiques existantes. Nouveau signifie alors non figé, non bridé et surtout hors norme. Innover n'est pas faire nouveau, mais faire autrement, proposer une alternative. Et cet autrement peut parfois être un réenracinement dans des pratiques passées. Et cet extrait-là me paraît très juste et qui va me permettre, après avoir provoqué en disant tout ceci n'est pas nouveau, puisqu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, il y a déjà eu des choses, ça va nous permettre de dire que certes, ce n'est pas nouveau, mais malgré tout, c'est innovant, puisque précisément, ça nous fait revisiter des choses qui ont déjà existé par le passé, mais dans un contexte qui aujourd'hui est différent. Et c'est un petit peu ce fil conducteur que je voulais développer devant vous. Bon, je serai forcément très schématique. Ma première partie, je l'ai déjà finalement assez présentée, c'est de dire que depuis les années 60, 70, nous avons eu en France toute forme de choses qui n'étaient pas des maisons de retraite, qui étaient déjà des foyers logements, des foyers soleil et d'autres formes de ce type-là, qui privilégiaient le chez-soi, une logique domicile, et non pas la logique de l'établissement. Toutes ces formes qui se sont développées en France ont également donné une autre variante, alors cette fois-ci plutôt à partir des années 80, qu'on a mis sous le terme générique de petites unités de vie.
avec une très grande diversité de pratiques également. La Fondation de France avait utilisé un slogan pour défendre ces innovations de l'époque, en tout cas, en disant qu'il fallait créer un chez-soi dans un chez-nous. Et je crois que ce slogan-là, même s'il n'a pas été utilisé dans la présentation d'Anne, quelque part, c'est un petit peu ce fil conducteur qu'on retrouve aujourd'hui, créer un chez-soi dans un chez-nous si on veut être alternatif par rapport à l'habitat traditionnel. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qui explique sans doute l'émergence de ce nouveau aujourd'hui? Eh bien tout ça, et c'est pour ça que c'est toujours important de retourner en arrière pour voir ce qui s'est passé, tout ça finalement a été mis à mal et par un processus que j'ai qualifié de normalisation. En France, on est assez bon là-dedans pour normaliser des choses qui étaient jusqu'alors un petit peu sur le fil du rasoir, qui étaient sur un entre-deux. En l'occurrence, si je prends toutes les initiatives que j'ai évoquées, qui étaient entre en guillemets, le secteur social et médico-social, puis le secteur du logement. On était sur l'entre-deux et souvent on existait sous forme expérimentale, sous forme, alors pas le logement foyer qui a été reconnu par la loi de 75, mais en tout cas les petites unités de vie ont mis longtemps avant d'être reconnues par le législateur. Et cet entre-deux, finalement, il a été arasé en quelque sorte, alors par plusieurs réformes, mais le point d'orgue, ça a été la réforme de la tarification des établissements. Donc les années 90, pour le faire vite, la deuxième partie des années 90. Alors je le fais de manière extrêmement schématique, mais je vais dire, les établissements ont eu le choix en France, soit d'accueillir des personnes âgées dépendantes, soit de se focaliser sur le public valide, en distinguant le modèle qui allait devenir dominant, l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est vraiment le modèle qui émerge du cahier des charges de 99 pour les spécialistes qui connaissent le monde des établissements, ou sinon l'EHPA, établissement d'hébergement pour personnes âgées, ce qui allait devenir l'outil qui va permettre de mesurer tout ça. Donc là, on voit qu'on s'éloigne de la notion de créativité et d'innovation, puisqu'on est sur des outils normalisés, des outils médico-administratifs, en l'occurrence le GIR, enfin le groupe ISO Ressources, qui permet de mesurer le niveau de dépendance des gens. Et donc on a progressivement, finalement, par cette normalisation, imposé un modèle dominant, enfin quand je dis on, les pouvoirs publics, pour répondre en tout cas à ce qui apparaissait comme la problématique dominante depuis la fin des années 80, à savoir la question de la dépendance des personnes âgées. Et ça a contribué finalement à vider beaucoup d'innovations de leur substantifique moelle, de ce qui faisait le côté militant finalement que présente Anne dans cette nouvelle génération. Peut-être la spécificité française, ça serait l'objet d'un débat qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui, mais pour une autre fois, c'est quand même le rôle de l'État en France. Par rapport, certes, on a un effet grossissant avec ce dont nous parle Anne Laby, mais si on se réfère à des mouvements en Europe, tu parlais des pays scandinaves, sur le champ du handicap, il y a des mouvements aussi militants très forts, mais beaucoup plus forts ailleurs qu'en France, où on a une tradition où c'est l'État qui définit finalement les normes et les règles. On a un changement de référentiel globalement aujourd'hui, mais qui est plutôt impulsé par l'État, qu'on va retrouver à travers la loi de 2005 sur le handicap et la loi de 2015 sur la vieillesse, qui commence à prendre en compte la question de l'environnement. Et je crois que c'est ce qui nous amène aussi sur cette notion d'inclusif. C'est à partir du moment où on ne remet pas tout sur la tête de l'individu, mais on pense que l'environnement a un rôle important. Et je crois qu'effectivement, le référentiel évolue et donc va laisser plus de place pour des initiatives et des innovations d'un genre nouveau, puisque le référentiel, c'est un petit peu ce qui guide l'orientation de l'action publique. Et ce qui la guide aujourd'hui, c'est la prise en compte de l'environnement et le refus finalement de cette politique d'intégration qui a marqué les politiques sociales dans les années 70, parce qu'on s'est rendu compte que la politique d'intégration avait généré de la ségrégation. Et que finalement, le fil conducteur de toutes les initiatives, c'est pouvoir rester citoyen à part entière. Alors, le mot-clé promu par les pouvoirs publics, c'est quand même le mot inclusion, ou habitat inclusif, alors en sachant que moi je suis assez critique, non pas vis-à-vis de l'inclusion, qui me semble un contre-modèle par rapport à la période passée, mais de mon point de vue, ce qui doit être inclusif, c'est la société.
Je pense que c'est un raccourci, mais on devrait parler, si on veut promouvoir des innovations, on devrait parler d'un habitat dans une société inclusive, parce que un des grands chantiers, me semble-t-il, à promouvoir, c'est beaucoup plus de faire évoluer la société, qui, par voie de conséquence, permettra de promouvoir des formes d'habitat innovantes, que de donner de nouvelles normes à ce que doit être un habitat inclusif. Sinon, on va retomber une fois de plus, on va normaliser une fois de plus l'habitat comme on l'a fait sur la génération qui a précédé. Voilà, je crois que je vais m'en arrêter sur cette réflexion conclusive. Merci.